Alors, on va commencer. Good evening and welcome to our last activity of the day. My name is Jose Lopez Ganem and I am currently the Cultural Exchange Fellow for Latin American culture focused on Mexico at FCCI. I want to borrow Lawrence McCarthy's quote of today when she was describing how women in West Africa label themselves as helpers, and I want to give back to the introduction that Carla made this morning. I'm merely the helper of this. If we put a timeline together of who did more, Carla is definitely the organizer of this. So I'm just the facilitator of today's tasting and panel tomorrow. And the tasting today was born 1 year ago at Harvard University, where at the end of the first day, and after tasting a glass of champagne, 2 glasses of wine, and 2 beers, people seem to be very happy. People seem to be very distressed. So we thought it was a good idea to repeat it this year. And to honor, or I will say, our hosts and our co-chair of organizing all of this, we thought something that will basically round up the message of what we have been talking today will be to talk about monastic approach to business, and particularly an area where Marie-Catherine Paquier, here an academic at EBS, has been working lately, which is the message of silence. I would like to introduce, of course, Marie-Catherine and her peers that will be joining her today in the stage. First of all, we have Sor Joël from the Abbaye d'Igny. I'm sorry, my French pronunciation is equally as my Mexican pronunciation, not very understandable. So Sor Joël is here from the Abbaye d'Igny. As well, we have Gabriel Tessier from the Abbaye de Varroux. And last, we have Stéphanie de Suidaro. I'll try it. From the Avenue de Valman. And we're going to be talking about this panel, about the storytelling or non-storytelling behind this monastic product. So Marie-Catherine, welcome. So the question is to tell or not to tell? How can we take inspiration from monastic non-storytelling? That is our purpose, and I will speak in French, sorry. À la fin de cette magnifique journée d'échanges et de rencontres, rassurez-vous, je ne serai pas trop bavarde. Au contraire, je vais justement vous parler du silence. Et la question qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir s'il faut forcément raconter beaucoup de choses sur nos produits pour capter l'intérêt de nos consommateurs. Pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur les recherches que j'effectue au sujet du marketing des produits monastiques depuis plusieurs années. Puis nous entendrons nos amis, Sœur Joël, chocolatière et commerciale de l'abbaye cistercienne d'Igny, Gabriel, directeur commercial pour les vins de l'abbaye du Barou, et Stéphanie, responsable commerciale pour les vins de l'abbaye de Valmagne. Chacun d'entre eux illustrera une façon de raconter ou au contraire de se taire. Mais avant de les entendre et de goûter leurs produits, laissez-moi partager avec vous ce constat. En France, les produits monastiques, c'est-à-dire des produits alimentaires et cosmétiques fabriqués par des moines et moniales dans les monastères, tous ces produits ont créé une marque collective que vous voyez ici, la marque monastique. Cette marque est là pour attester de l'authenticité monastique des produits. En étudiant la communication de cette marque monastique, je me suis rapidement rendu compte que l'ADN frugal, sobre, voire silencieux des moines et des moniales s'était transmis à cette marque. En effet, pas de storytelling, pas d'informations sur les procédés de fabrication, ou si peu d'informations sur le sens du travail monastique, très peu de visuels, pas de partage d'expérience avec le consommateur, seulement quelques informations rationnelles et pas très fun sur les adresses des magasins. Je parle là de la marque monastique. Bref, cette marque est très sobre, voire même un peu trop silencieuse, et donc très peu transparente.
en faisant écho au panel précédent. En face de la marque, on trouve des consommateurs. Et quand on les interroge, ces consommateurs, les acheteurs aussi, ils racontent spontanément un storytelling très riche, imaginatif, imprégné d'idéal monastique, d'autarcie, de naturalité, et nourri par tous les archétypes médiévaux du bon moine laboureur autosuffisant. Mais cette histoire que se racontent les consommateurs, si belle soit-elle, est très éloignée de la réalité d'aujourd'hui des monastères. En effet, du fait du vieillissement des communautés, des exigences croissantes en termes de normalisation, les monastères sont de plus en plus obligés de faire appel à des laïcs pour les aider, soit en recrutant des salariés qui viennent travailler dans les monastères, soit en faisant appel à des sous-traitants extérieurs, soit les deux. Mais le consommateur a beau rationnellement connaître cette actualité, il se fait très plaisir en se racontant irrationnellement une belle histoire à laquelle il a toujours envie de croire. Alors ce décalage entre le silence de la marque et le bavardage du consommateur doit nous interpeller, bien sûr. Pour une marque, est-il forcément nécessaire d'en raconter beaucoup au risque de surjouer une hyper-réalité qui peut devenir factice? Où se situe la frontière entre le trop en dire et le pas assez? Ne faut-il pas laisser de l'espace pour que le consommateur mobilise sa propre imagination? Mais en même temps, ne rien dire, n'est-ce pas mentir par omission? Lorsqu'on voit son consommateur imaginer des histoires peu réalistes. Et donc, comment être transparent sans pour autant noyer le consommateur avec trop d'informations? Je pense que l'on rebondit parfaitement sur les questions de tout à l'heure. Alors, ces questions sont faciles à poser et évidemment difficiles à résoudre. Elles restent en suspens. Et je vous propose maintenant, en guise d'illustration, de découvrir 3 cas monastiques différents. Le premier, ce sera le cas de l'abbaye d'Igny, des chocolats. Cette abbaye est représentée par Sœur Joëlle. Et donc, Igny est une communauté de sœurs cisterciennes qui fabriquent des chocolats et qui est l'exemple type, à mes yeux, d'offreurs sobres, voire silencieux, qui vend ses produits sous la marque collective monastique, donc qui s'abrite sous cette ombrelle peu bavarde. Le second exemple, c'est l'abbaye du Barou, qui est une abbaye de moines bénédictins, représentée ici par Gabriel, qui est un laïc qui travaille pour commercialiser les vins. L'abbaye du Barou, dans le panorama monastique français, est un peu une exception, dans la mesure où les moines bénédictins racontent une histoire très travaillée et très intéressante autour d'un magnifique projet collectif bâti avec les vignerons de leur région. Et donc, Gabriel, tu vas nous raconter ça. Et enfin, le troisième exemple, l'abbaye de Valmagne, représentée par Stéphanie, est un exemple lui aussi particulier, puisque cette abbaye de Valmagne n'a plus d'activité spirituelle depuis la Révolution française. Elle est la propriété d'une famille, et cette famille continue à produire les vins dans la tradition monastique. Mais cette famille a décidé récemment de ne plus évoquer les moines dans le storytelling du produit, mais de se centrer sur l'héritage familial. En effet, les descendants de la famille propriétaire de l'abbaye se sont rendus compte, en écho à ce que je disais tout à l'heure, que l'imagination des consommateurs était bien assez fertile sur le sujet monastique et que ce n'était pas la peine d'en rajouter. Voilà, donc je vous propose d'écouter ces 3 cas et de déguster un peu en même temps, mais ça, Rosée, tu vas nous guider pour qu'on ne soit pas trop perturbé par la dégustation. Voilà, Sœur Joëlle, tu peux venir. Comme tu veux. C'est là. Eh bien, tout d'abord, au nom de ma communauté, je vous remercie de m'avoir invité à ce congrès pour présenter et mon abbaye et la fabrication de nos chocolats. Alors, je suis très heureuse d'en parler parce que notre abbaye s'inscrit dans la tradition chocolatière
puisque la première chocolaterie date de 1884. À l'époque, c'était des moines qui avaient construit cette chocolaterie et ils recevaient la fève et ils la travaillaient jusqu'à la plaquette de chocolat. Malheureusement, la guerre de 14-18 a détruit cette chocolaterie et donc il ne reste rien de la chocolaterie du 19e siècle. Et je dirais fortuitement, à partir des années 1950, donc c'était des moniales, puisque après la guerre 14-18, le monastère aussi a été détruit, il a été dynamité par les Allemands. Et donc, il y a eu un nouveau monastère, et ce sont des femmes, donc des moniales cisterciennes qui l'ont habité. Et pour vivre, bon, au départ, elles avaient une ferme, et ensuite, elles avaient une confiserie. Donc, dans les années 50, elles faisaient du nougat, enfin, je vais vous faire saliver un petit peu, du nougat, des pâtes d'amande, voilà. Et on a eu l'idée de les enrober de chocolat. Et donc, fortuitement, on s'est mis à faire du chocolat. Et la chocolaterie actuelle où nous travaillons date de 1961. Donc, vous voyez, ça fait plus de 55 ans que nous faisons du chocolat, nous, en tant que moniales. Alors, on s'est fait aider au départ par des chocolatiers locaux. Donc, je n'ai peut-être pas précisé, mais l'abbaye d'Igny est à 30 km de Reims, donc dans la région du Champagne. Et donc, région du Champagne dit le Champagne. Et ce chocolatier qui nous a fait aider le premier nous a dit, mais faites un produit local. Et donc, on a développé dans les années 61-62 ce qu'on appelle le gros bouchon. Au départ, on disait de champagne, mais on n'a plus le droit de le dire parce que le champagne, c'est réservé à la boisson. Donc, on dit le bouchon d'Igny. Voilà. Et donc, le bouchon d'Igny a commencé. Alors, je vais passer quand même quelques photos, enfin parce que je vais. Voilà. Alors ça, c'est notre première chocolaterie qui date de 1961. Bon, on voit encore le plan de travail en marbre. Bon, et maintenant, ça sert de stockage des moules parce que on verra à la fin de mon exposé comment on fabrique le bouchon de champagne à l'heure actuelle avec les machines actuelles. Alors, elle sert encore pour démouler, parce que comme ça, on peut tout de suite ranger les moules. Et voilà la toute première machine que l'on a achetée en 1968. Donc, on fabriquait tout manuellement. Alors, je vous précise un petit peu comment on fabriquait à l'époque, jusqu'en 2005. Donc, vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça. Donc, comme tout chocolat, on mettait donc dans des moules. Alors au départ, on n'avait qu'un seul moule, donc du chocolat. On chemise, c'est ce qu'on appelle le chemisage. Ensuite, on vide le chocolat quand la coque est bien fermée, donc bien formée, c'est-à-dire donc la chemise. Ensuite, avec une poche à douille, on ajoutait le fourrage. Alors le bouchon de champagne, le fourrage est à base essentiellement de gianduja, de fondant, de marc de champagne à 40% et de fine de champagne à 60%. Donc c'est bien alcoolisé, mais ça n'est pas liquide, c'est pas que de l'alcool pur. Et puis il y a du chocolat de couverture. Donc c'est une crème, c'est pas vraiment une ganache parce qu'il n'y a pas de la crème, mais c'est une crème onctueuse avec du marc et de la fine. Donc on faisait ça à la poche à douille. Ensuite on attendait que ça refroidisse et on repassait donc manuellement. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de repasser une deuxième fois sur le moule et d'araser. Et ensuite, on refroidissait une deuxième fois. Donc, à l'époque, moi, j'ai connu dans les années 2000, on faisait à peu près 400 bouchons à deux pendant une journée. Et donc, on n'arrivait pas à fournir nos clients. Voilà. Avec la poche à douille, comment on mettait le fourrage dans les gros bouchons. Donc on était plusieurs. Il fallait être au moins 4 ou 5 parce qu'autrement on passait des heures. Et voilà, ça c'est historique, c'est notre premier moule. Donc on faisait un moule à la fois dans les années 61 à 70
à l'époque. Ensuite, on est passé, vous allez voir l'évolution des moules. Donc là, on est passé à des moules donc en métal, avec du plastique à l'intérieur pour pas que ça colle. Bon, c'était déjà une grande évolution dans les années 90. Et puis à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, on les a achetés en l'an 2000, mais ils fonctionnent aussi sur notre machine. Donc on a acheté, et on est toutes équipées en moules en polycarbonate. Voilà, donc jusqu'en 2005, nous avons fonctionné donc, dans le vieux laboratoire et ensuite donc, on s'est modernisé. Donc voilà le nouveau laboratoire avec, il y a peut-être une flèche là-dessus. Laquelle c'est là? Ah, c'est là-haut. Voilà. Et donc on s'est équipé en 2005 de ce qu'on appelle une one-shot que vous voyez là. Donc l'explication que je vous ai donnée de chemiser, de mettre le fourrage, de refroidir et de refermer le moule, tout ça, ça se fait en une seule fois. Et à l'heure actuelle, en 20 minutes, on a fait plus de 1000 bouchons. Et on s'est équipé en même temps, donc à peu près à la même époque, entre 2005 et 2007, de tempéreuses automatiques. En voilà une, et je crois que j'en ai mis une deuxième. Voilà. Ce qui nous permet de travailler et le chocolat noir et le chocolat au lait sans à chaque fois vider la machine, la nettoyer et remettre un autre chocolat. Voilà. Alors, depuis 2005, on s'est développé pour répondre à la demande, parce qu'on avait beaucoup de demandes. Et on a commencé par des grains de café avec une ganache au café. Ensuite, on s'est diversifié. Puisqu'on est en Champagne, avec le gros bouchon, on a dit on va faire des feuilles de vigne qui sont là fourrées au praliné. Et vous avez dans vos verres, parce que le gros bouchon fait 30 grammes, je n'ai pas précisé, c'est la taille d'un bouchon de champagne. Donc vous voyez, c'est déjà assez gros. Et on nous a dit, mais c'est bien beau, c'est pour les papas, les enfants ne peuvent pas, parce que c'est alcoolisé, les mamans, c'est trop gros. Faites des bouchons plus petits. Donc, vous avez 2 échantillons de petits bouchons, là, ils ne font que 10 grammes. Et donc, le cuivre, c'est au marc de Champagne. Alors, on ne voulait surtout pas concurrencer notre gros bouchon. Donc, c'est la recette unique, le gros bouchon. Et les petits bouchons, donc au marc, il n'y a que du marc, donc du 40%, donc c'est moins alcoolisé. Et là, c'est une véritable ganache avec de la crème. Et on a renforcé le goût du chocolat en mettant du chocolat, enfin du cacao à 99%. Voilà, le gros bouchon emballé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la taille du gros bouchon. Donc voilà, et maintenant on s'est diversifié, on fait beaucoup de bonbons au chocolat, donc avec différentes ganaches. Alors contrairement à Madame Ferreira, nous on est moyen chocolatier, on n'est pas tout à fait artisan, donc on fait de la sous-traitance pour des petits chocolatiers, et nous on reçoit le chocolat. Hein. Donc on ne fabrique pas, il n'y a qu'un seul monastère en France, qui est Bonneval dans l'Aveyron, qui, elles, reçoivent les fèves de chocolat et le transforment les fèves de cacao et le transforment en chocolat. Et on est 4 monastères en France à faire du chocolat. Mais je pense que c'est nous les plus importantes au niveau tonnage. On fait entre 5 et 6 tonnes de chocolat par an. C'est petit, mais ce n'est pas tout petit. Voilà. Et là, je voudrais finir mon intervention en présentant donc la façon actuelle dont on fait les bouchons. Voilà, ça va arriver. Donc vous verrez la différence. Voilà. Alors en principe, ça doit tourner tout seul. J'ai mis à peu près 10 secondes entre chaque. Voilà. Donc là, on met les pistoles de chocolat dans la tempéreuse. Donc on s'est fait aider, maintenant on a embauché un chocolatier parce qu'on ne s'en sortait pas. Ça, c'est la responsable de la chocolaterie, de la fabrication.
Donc voilà. Là, on est en train de mettre le marc et la fine de champagne pour faire donc la crème intérieure. Voilà, on s'est équipé donc d'un appareil sous vide pour qu'il y ait le moins d'humidité possible dans la crème. Là, on met donc d'un côté, dans la trémie droite, le chocolat, dans la trémie gauche, la crème. On fait les derniers réglages pour que tout puisse marcher. Alors, à droite, et voilà, on a un tapis roulant, on n'a plus qu'à mettre d'un côté les moules et à recevoir de l'autre côté les moules. Donc, vous comprenez bien qu'on peut en faire au moins 1000 en 20 minutes, quoi, hein. Voilà. Donc, vous voyez les buses qui mettent automatiquement le fourrage et le chocolat. Voilà, et la sœur récupère de l'autre côté les moules qui sont pleins. Il n'y a plus qu'à les refroidir. Voilà, vous les voyez tous les deux. Voilà, alors on vient de s'équiper de nouveaux moules et pour les différencier des anciens, on les a pris jaunes. Voilà. Donc là, il y a à peu près 150, 160 moules, donc avec 7, voilà. 7 bouchons par moule. Là, on va les mettre dans la chambre froide. Et là, on les démoule. Vous reconnaissez l'ancienne chocolaterie. Voilà. Et voilà. Après, on les emballe. Donc, avant, j'avais une sœur qui maintenant est décédée, faisait 3 ou 4 bouchons à la minute, emballés manuellement. Et on s'est équipé de 2 emballeuses parce qu'on ne pouvait plus s'en sortir. Et voilà, ça c'est notre magasin de vente où on vend nos bouchons, bien sûr, avec d'autres produits monastiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Yes. On va déguster. Oui, vous avez le feu vert pour déguster. Il ne faut pas que les regarder, ces bouchons. Alors, oui, je réexplique peut-être. Donc, les cuivres, c'est du marc avec du chocolat noir amer. Et les roses, c'est du praliné. Voilà. Champagne, praliné. Alors, je fais de la publicité, hein, mais je suis pas venue les mains vides. Donc, si ça vous plaît, on a des gros bouchons, des petits bouchons qui sont en vente après le congrès, là, ce soir. To repeat, we have the pink one. My favorite is from Nougatine, and the orange is the Marc de Champagne. They both have dairy, I believe so. Yes, they both have dairy. Carla and I had the pleasure of visiting. Was it April 2018? We were at Avedigny avec Marie-Catherine and avec all the congregation of Avedigny. And when Marie-Catherine told them that we were chocolate experts from Harvard University, we had a test. They sat us in a table and they made us taste around 8 different bonbons, and they would ask us what were they made of with no previous information. And of course, the palette of gold, Harvard's palette of gold, Carla Martin was able to guess many of them. I ate all of them, but wasn't very good at diagnosing what it was. But thankfully to Carla, now we can prove that we, maybe not experts, but yes, connoisseurs of the subject. I would like to invite our second panelist of this evening to please take the stage. If everything is yours, and I think the presentation is ready. Bonsoir à tous. Donc pour ma part, je vais vous présenter un projet de l'abbaye du Barou, qui est une abbaye bénédictine dans le sud de la France, dans le département du Vaucluse, et dans la région productrice de vin qui s'appelle les Côtes du Rhône,
méridionale. Donc il y a deux parties, les Côtes-du-Rhône Nord et les Côtes-du-Rhône Sud. Et nous sommes dans les Côtes-du-Rhône Sud. Ce projet de l'abbaye du Barou est assez particulier puisqu'il s'agit donc tout d'abord d'une abbaye récente qui n'a que 40 ans, mais qui a été construite sur le modèle d'une très ancienne abbaye cistercienne du Moyen-Âge, une très ancienne abbaye du Moyen-Âge qui s'appelle l'abbaye du Toronnet et qui est donc construite en vieille pierre. Et donc les moines de l'abbaye du Barou qui se sont installés dans cette région ont commencé par construire une abbaye, alors à la fois comme au Moyen-Âge mais avec des moyens modernes. Donc il y a aussi des colonnes de béton à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas que de la pierre. Et ils ont acheté des terrains et ils se sont mis à cultiver. Alors comme dans cette région, il y a beaucoup de cultures de vignes et d'oliviers, ils ont cultivé la vigne et l'olivier. On se trouve juste à côté des dentelles de Montmirail que vous voyez ici, qui sont des grandes appellations comme Gigondas, qui se trouvent juste à côté, Vaqueras, Châteauneuf-du-Pape. Tout ça sont des grandes appellations, mais eux étaient sur une appellation beaucoup moins connue, qui s'appelle le Ventoux. Donc à la fois tout près des grandes appellations, mais sans prestige. Et donc les vignerons qui vivent dans cette région vivent avec très peu, gagnent très peu d'argent, puisqu'en fait le prix des vins en Ventoux sont beaucoup moins valorisés que leurs voisins. Pour vous donner un exemple, un hectolitre de vin du Ventoux est vendu en vrac 110 € le litre, alors que pour Châteauneuf-du-Pape, qui est juste à 9 km de chez nous, c'est vendu 1 000 €. Or, on est dans des zones de montagne avec des toutes petites parcelles, donc beaucoup de travail pour les vignerons et à la fin, pas de rentabilité. Donc les moines, eux, ont planté un vignoble, ont relevé d'anciennes vignes, enfin ont cultivé d'anciennes vignes, donc certaines vignes sont centenaires, et ils ont fait un travail monastique sur leur vignoble, c'est-à-dire qu'ils ont fait les choses avec beaucoup de minutie, d'attention, de soins, et progressivement, depuis une quinzaine d'années, on remarque la qualité de leur vin. Il y a eu des dégustations, des salons, des concours dans lesquels leurs vins ont été dégustés et salués pour leur qualité. Et des gens les ont poussés en fait à aller vers l'excellence. On leur a dit mais vous faites un vin d'abbaye. On sait que c'est les moines qui sont à l'origine de tous les grands vignobles monastiques. Tous les grands vignobles, la Romanée-Conti en France par exemple, sont d'origine monastique. C'est des moines qui les ont faits. Et personne ne vous connaît. Donc les moines ont décidé en 2015 de se lancer dans un projet où ils ont accepté en fait de faire des vins, mais pas tout seuls. Ils ont vu la détresse de leurs voisins vignerons. Donc je vous disais que le prix du vin était très mal valorisé dans cette région, alors qu'il y a des terroirs très 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 bons, parce qu'on est en altitude, donc on a les mêmes terroirs qu'à Gigondas, par exemple, une appellation très connue, mais on a l'altitude en plus, parce qu'on est entre 350 et 600 mètres d'altitude. Donc les moines ont voulu faire un travail ensemble avec les petits vignerons de la région. L'idée était de dire, on veut bien aller vers l'excellence, on veut bien se faire connaître, faire un travail, mais on veut en fait faire partager à nos voisins notre idéal monastique, qui est en fait la recherche du beau, de Dieu à travers le beau et le bienfait, mais aussi à travers la charité, donc l'amitié avec les gens qui sont autour de nous. On ne peut pas se permettre de faire quelque chose tout seul dans notre coin et de laisser mourir les petits vignerons. Donc ils se sont mis en fait à permettre aux petits vignerons voisins de faire des vins avec eux. Donc concrètement, le vignoble de l'abbaye, lui, est assez petit, s'étend sur une dizaine d'hectares. Et ils ont proposé aux petits vignerons voisins, qui ont des terroirs aussi qualitatifs que les moines, de travailler comme les moines, donc en faisant en replantant des vignes en haute densité, c'est-à-dire que les pieds de vigne sont très serrés, donc ils permettent en fait de réduire la charge de raisin. Donc on plante les vignes plus serrées, on coupe les raisins verts, on taille la vigne d'abord et puis on coupe les raisins quand ils sont encore verts pour en laisser très peu sur chaque pied de vigne pour faire donc de la qualité. Et ils ont donc encouragé, accompagné les petits vignerons voisins pour faire le même travail qu'eux et faire ensemble des grands vins.
Et donc c'est ce qui a donné naissance à Via Caritatis, donc la voie de la charité, le chemin de la charité, qui est donc les vins que vous dégustez en ce moment. Donc l'objectif vraiment des moines dans ce projet, c'était de rejoindre quelque part la grande tradition médiévale dont Marie-Catherine a parlé, qui était qu'en fait, à travers leur rayonnement naturel, les monastères ont contribué depuis des millénaires à forger notre identité, à forger notre civilisation européenne, mais en fait, en rayonnant, d'abord, c'est des gens qui partent au désert, et puis finalement, il y a des choses qui se mettent en place autour d'eux, parce que leur recherche de l'excellence, de la beauté, de la vérité, ne peut pas se garder pour soi, et donc se partage. Donc voilà, c'est tout l'objet de ce projet. Donc aujourd'hui, depuis 2015, on a énormément augmenté les volumes de Via Caritatis, parce qu'en fait, dans chaque bouteille, il y a de la production des moines et des vignerons. Les moines font leur travail sur le vignoble, cultivent la vigne, vinifient leur vin dans des cuves séparées, à part, et ensuite, les vignerons qu'on accompagne font un travail similaire. On vinifie leur vin dans des cuves à part, et ensuite on met toutes les cuves sur la table, on déguste à l'aveugle avec Philippe Camby, qui est un très grand œnologue, qui a été sacré meilleur œnologue du monde en 2010, qui donc nous accompagne pour les assemblages, et ensuite donc on crée les gammes des vins. Donc là vous goûtez la gamme Lux. Il y a 3 gammes, il y a Vox, Pax, Lux, avec dans la gamme Vox un blanc, un rouge et un rosé. En Pax, au milieu de gamme, il y a un rouge, et Lux, ce que vous goûtez là, il y a un rouge, un blanc, un rosé. Et au-dessus de tout ça, il y a la bouteille, la fameuse bouteille Abbaye du Barou, qui est uniquement issue des meilleures parcelles du terroir monastique, donc qui est 100% moine. Et elle se vend, cette bouteille, que dans la caisse en bois de 5 bouteilles que vous avez vues juste avant. Pour en fait, donc comme la Romanée Conti aussi, ou si vous voulez la bouteille de la Romanée, vous êtes obligé d'acheter une caisse entière. Là, l'idée, c'est par contre de dire, si vous voulez juste les moines, vous devez rentrer dans l'esprit des moines, qui est de faire travailler aussi les vignerons. Donc, vous achetez la bouteille des moines, mais avec celles qui sont faites avec les vignerons. Ça ne veut pas dire que celles qui sont faites avec les vignerons sont moins bonnes. Au contraire, on a des très très belles expressions de terroir chez les vignerons qu'on accompagne. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette démarche de charité, de partage. Donc, à travers, je vous ai mis des photos que vous voyez défiler. Il y a aussi beaucoup de textes. On a la chance d'avoir en fait, donc l'abbaye du Barou, c'est une jeune abbaye. La moyenne d'âge est très jeune. La moyenne d'âge est autour de 40 ans. Et il y a une 60aine de moines. Et il y a aussi beaucoup de richesses intellectuelles et culturelles. Et donc l'objectif aussi, c'est de pouvoir en fait nourrir les gens et ceux qui boivent les vins de quelque chose qui est plus grand que le vin. D'abord cette idée de charité, c'est pour ça que d'ailleurs sur les bouchons de chaque bouteille vous avez écrit si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est-à-dire ça vient d'un texte de Saint Paul qui dit j'ai beau parler toutes les langues du monde, donner ma vie, donner mes habits, etc. Si tout ça c'est fait sans charité, ça sert à rien. Mais il y a aussi l'idée derrière de magnifier le travail des vignerons, le travail des hommes de la terre et des hommes de Provence. Donc on a ressorti beaucoup de textes de grands poètes provençaux aussi pour en fait honorer les vignerons de Provence avec lesquels on travaille. Et donc tout est on parlait de marketing tout à l'heure. Pour le coup, il y a vraiment un travail important qui a été fait sur le marketing, mais tout a un sens. C'est-à-dire qu'en fait chaque symbole, même dans le bloc-marque que vous avez, que je vais vous remettre après, en fait il y a donc la rosace. Je vais peut-être vous le remettre tout de suite. Je ne sais pas si j'arriverai. Oui, alors là, voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, vous voyez la rosace. Donc la rosace, dans laquelle vous avez la croix des moines, là. Et ici, vous avez les cigales des vignerons de Provence. Donc là, il y a 1 cigale, 2 cigales dans les jambes de la croix, 3 cigales et 4 cigales. Ensuite, vous avez les mains donc, qui symbolisent le travail des moines et des vignerons, et aussi la prière des moines qui offrent la charité. Via Caritatis, ça veut dire la charité. Et cette ligne-là symbolise la séparation entre la terre et le ciel, disant que donc la charité en fait
sort du domaine de la terre pour rentrer dans le domaine du ciel. Et la flamme là symbolise donc la flamme de la charité et la rosée qui vient du ciel pour féconder le travail commun des moines et des vignerons. Donc chaque chose dans le marketing aussi a une signification pour voilà, vous donner le meilleur. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Alors, vous avez tous eu, je crois, droit à un verre de vin rouge. Donc ce vin est un vin de 2016 qui est donc vinifié 2 ans pour une partie dans des barriques que vous avez vu tout à l'heure et une autre partie dans des cuves. Donc c'est un vin de garde qui a un potentiel de garde d'au moins 10 ans. Donc 2016, là on le boit très jeune. Donc et là, si vous mettez votre nez dedans, vous allez sentir des aromatiques complexes. Pour des amateurs de chocolat, je pense que vous avez des aromatiques qui accompagnent très bien le chocolat, avec quelque chose d'un peu torréfié, d'un peu à la fois du fruit rouge. Et c'est des aromatiques qui vont évoluer avec le temps, donc avec les années, vers voilà, des grands vins de garde. On est sur des profils qui sont similaires à des Châteauneuf du Pape, donc qui sont des vins qui se gardent 10 ans à peu près. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Just to give you some context on some of the names that we heard on this presentation, a bottle of 1945 Romanée Conti was recently auctioned in Hong Kong for about $500,000. So I'll be curious, Gabriel, ça combien une bouteille de vin de Caritas? Combien? 18 euros. On a des moins chers et la bouteille Abbaye du Baron, Oui. qui est vendue que dans la caisse en bois. Mm-hmm. Elle n'a pas de prix parce qu'on la vend dans la caisse, donc on ne dit pas le prix. Mm-hmm. Mais la caisse vaut 140 euros et il y a 5 bouteilles. Oh, okay. So I asked the point of price. So normally with Vin Caritas normally sells in the market will be this particular wine that we're tasting is 18 euros a bottle, but there is also a collection of different bottles up a little bit of a higher degree that will be around 40 euros a collection of 5 bottles. So it's important to see the price, and we will have a conversation in short about how can we refer to these products when we talk about monetary units. Now I would love to welcome our last speaker of today, Stephanie. This is your podium. Donc, bonjour à tous. Donc, je représente Philippe Dallène, l'actuel propriétaire de l'abbaye de Valmagne, qui n'a malheureusement pas pu venir. Il est à la retraite, mais très très occupé. En revanche, j'ai fondé avec lui, il y a une dizaine d'années, une association, l'association des vins d'abbaye, qui regroupe une vingtaine de producteurs dont les vignobles étaient à l'origine cultivés par les moines. Donc on a quand même un petit storytelling à propos des vins d'abbaye. Bon, mais là, on va se centrer uniquement sur l'abbaye de Valmagne et son histoire familiale. Donc l'abbaye de Valmagne se situe dans le sud de la France, proche de Montpellier, et elle a été fondée en 1139, et aujourd'hui elle est classée monument historique. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même une photo. Voilà. Donc, l'abbaye de Valmagne est une des plus belles abbayes cisterciennes de France, mais aussi un des plus anciens vignobles du Languedoc. Elle est rattachée en 1159 à l'ordre de Cîteaux et possède une église de style gothique, hein, que vous pouvez voir sur la photo, qui est assez majestueuse et qui mesure 23 mètres de haut et 83 mètres de long. Alors, l'abbaye de Valmagne demeure une histoire familiale. Ah, non, je ne suis pas allée dans le bon sens. Hop là. Ah, on ne va pas y arriver. Voilà. Donc, car l'abbaye de Valmagne demeure dans la même famille depuis 1838. Elle fut acquise dans un premier temps par Henri de Turenne, et ce sont ses descendants qui en sont aujourd'hui toujours les propriétaires, la famille Godard-Dallène. Henri de Turenne acquit cette propriété comme domaine viticole et agricole et fit des aménagements considérables et développa notamment la production viticole. À sa mort, son fils Edmond de Turenne reprend l'abbaye, et c'est ainsi le second propriétaire de l'abbaye dans la lignée des Turenne en 1852. Celui-ci va faire connaître et commercialiser les vins de Valmagne dans le reste de la France, et notamment à Paris. Et lors du rachat de l'abbaye par son père, l'église avait été déjà convertie
Hanché par M. Granier-Joyeuse, qui fait le précédent et premier propriétaire de Valmagne. Voilà, donc on peut voir dans l'église actuellement, il y a des foudres de chêne de Russie, donc qui avaient été installées par ce monsieur Granier-Joyeuse et qui ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les vins ne sont plus élevés dans ces foudres, mais ils ont été conservés parce que c'est quand même assez impressionnant et ça aurait été dommage de s'en séparer. Alors, le vignoble donc, date de 1139, date où les moines cisterciens s'installèrent et occupèrent l'abbaye. Alors, il faut savoir que lorsque les moines cisterciens cherchaient un emplacement pour installer une nouvelle abbaye, ils se reposaient sur 3 critères: l'accès à l'eau, le calme absolu et un grand terroir. Leur connaissance de la terre, comme on l'a dit tout à l'heure, avait fait ses preuves en Bourgogne, comme à Chambol-Musigny, au Clos de Vougeot ou à la Romanée-Conti. Et tous ces vignobles sont issus du travail et du talent des moines au XIIe siècle. Et à Valmagne, donc à cette époque-là, la culture de la vigne est l'une des principales activités des moines et ils choisissent avec précaution chaque parcelle en profitant de la diversité des terroirs qu'offre Valmagne. Donc le vin s'est ainsi développé et à l'époque, des nombreux hôtes de luxe qui finançaient les abbayes, donc qui étaient importants et qu'on soignait énormément, reconnaissent que les vins de l'abbaye de Valmagne comme les plus grands de la région. Ensuite, à la Révolution française, donc les moines ont dû fuir et le nouvel acquéreur, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, a transformé l'église en chai de vinification. Donc le domaine viticole de l'abbaye de Valmagne représentait à l'époque une centaine d'hectares et le vin occupait toujours une place prépondérante dans les activités du domaine. Donc en 1838, l'ancêtre des propriétaires actuels, le comte de Turenne, a acheté l'abbaye et continue le travail de ses prédécesseurs, tout comme Philippe, Roland et Éléonore aujourd'hui, qui continuent donc le travail de leurs ancêtres. Mais aujourd'hui, le vignoble est moins étendu qu'auparavant. Il représente aujourd'hui 35 hectares conduits en agriculture biologique. Excusez-moi. Donc, il travaille en agriculture biologique avec des inspirations biodynamiques depuis 1999. Donc, grâce à la diversité des terroirs présents aux alentours de l'abbaye de Valmagne, donc l'abbaye de Valmagne produit des vins, à la fois des vins de pays, donc ils ont une cuvée qui s'appelle la cuvée Vitrail, des vins du coteau du Languedoc, donc là ce sont des cuvées Portalis, donc qui existent en blanc, en rouge et en rosé, et une cuvée Turenne qu'on vous a peut-être servi, je pense. Voilà, donc qui se trouve sur les grès de Montpellier, qui est la cuvée prestige de l'abbaye de Valmagne. Alors, la philosophie quand même de l'abbaye de Valmagne demeure quand même dans la lignée du travail et de la connaissance des moines en matière de viticulture, car fidèle à la connaissance des moines, le domaine de l'abbaye de Valmagne tire sa légitimité quand même d'il y a 900 ans. Donc, au début du XIIe siècle, je vous refais un petit historique quand même sur les moines cisterciens, parce que c'est quand même l'héritage quand même que l'abbaye de Valmagne souhaite mettre en valeur. Robert de Molesme a créé l'ordre cistercien car il estime que l'ordre de Saint-Benoît n'est plus respecté comme il se doit et que les moines doivent se concentrer sur 2 activités, la prière et le travail. Donc désormais, les moines devront augmenter le temps de prière et travailler de manière beaucoup plus rigoureuse et consciencieuse. Ainsi, en s'acharnant au travail, les moines développent des grandes connaissances en géologie et en vinification. Donc en observant, en sentant et en goûtant la terre, ils sont capables de décerner la qualité d'un sol. Nombreux sont les géologues de nos jours qui sont unanimes quant aux connaissances des moines dans ce domaine. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si aucun des grands climats bourguignons n'a été remis en cause au centimètre carré depuis plus de 900 ans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les climats en Bourgogne. Donc Valmagne fait partie de ces vignobles cisterciens et en installant l'abbaye à ce lieu précis, les moines avaient décelé la grande qualité des sols, toujours plantés en vigne de nos jours. Donc évidemment, ce ne sont plus les mêmes plants de vignes, mais les vignes qui sont plantées aujourd'hui, ce le sont exactement sur les mêmes terroirs qui avaient été décelés par les moines cisterciens. Donc c'est ainsi que la famille d'Allen hérite aujourd'hui de ce magnifique vignoble grâce aux compétences des cisterciens. Donc afin de préserver au maximum l'agriculture biologique qui est pratiquée depuis plus de 20 ans, le travail du sol est léger et l'objectif est de veiller en permanence à respecter les équilibres de la nature. La présence de nombreux organismes vivants dans les sols est un gage de réussite et l'utilisation de produits chimiques est absolument interdite pour tout traitement de la vigne. Et par conviction, donc, le domaine s'inspire des pratiques de la biodynamie et la mise en place de ces méthodes culturelles paraissent une évidence pour la famille d'Allen aujourd'hui.
Donc par ailleurs, il continue en permanence en fait, à faire des recherches dans les écrits des moines pour appliquer leurs méthodes en géologie et produire ainsi un fruit le plus pur possible, et ce, pour le plaisir des dégustateurs. Donc j'espère que vous avez commencé à apprécier cette cuvée Turenne 2015. Voilà, donc c'est une appellation Grès de Montpellier qui est une appellation assez récente puisqu'elle date de 2003 et qui regroupe des vignobles qui se situent aux alentours de l'agglomération de Montpellier. Mais le terme grès désigne depuis le XIIe siècle des terres pentues sur un sol graveleux qui est réputé pour la qualité de ses vins. Donc là, on a un vin qui est composé de plusieurs cépages, un assemblage de Syrah, Mourvèdre, Grenache et Morastel. Donc la particularité à Waldmann, c'est qu'ils ont réintroduit un ancien cépage qui s'appelle le Morastel. Donc ils introduisent en petite proportion dans le vin et qui amène beaucoup de couleurs et de la force au vin. Donc voilà, donc là vous avez un vin donc quand même de 2015, donc évidemment issu de l'agriculture biologique, avec des rendements très faibles parce qu'on est sur 10 hectolitres à l'hectare, donc c'est très très faible, et la parcelle est de 11 hectares. Voilà, et donc ce sont des vignes aussi également assez anciennes. Voilà, donc vous avez une... Oui. Donc on est sur une robe rouge grenat assez foncée et des arômes méditerranéens, à la fois d'épices, de laurier, de garrigue, et des tanins assez élégants et plutôt fondus, mais quand même avec une certaine force. Donc on peut évidemment accorder ce vin avec du chocolat, mais aussi des plats méditerranéens ou des viandes braisées, mijotées. Alors attendez, j'ai peut-être... Ah voilà, oui, donc là, vous avez la gamme de l'abbaye de Waldmann, donc des vins de pays, les cuvées Vitrail, les cuvées Portalis, et ensuite cuvée Turenne et Cardinal de Bonzy. Donc la cuvée Turenne, évidemment, en hommage à l'ancêtre de Philippe d'Allen aujourd'hui. Voilà, donc là, vous avez un petit descriptif plus en détail, justement, de la cuvée que vous êtes en train de déguster. Voilà, et l'âge moyen des vignes est quand même de 25 ans. Et une partie de le vin est vinifié en partie en fût de chêne. Voilà, donc je crois que je vous ai à peu près fait le tour de l'histoire de l'abbaye de Waldmann et de son hérédité quand même. Enfin, ils sont quand même encore empreints du travail des moines. Voilà, même si c'est la famille qui est mise en valeur, mais le travail des moines est toujours respecté. Voilà. Do you like the wine? Everybody liking the wine? Do you want another glass? No, there's no another glass. Marie-Catherine? Marie-Catherine? S'il vous plaît. So we have finished this exhibition of three, as Marie-Catherine mentioned in her introduction, 3 different products from 3 different monistic approaches. And tell, not to tell, I would like to bring a conversation on 2 particular things that I think it will line up with the conversation that we've been having all day long about sustainability, about transparency, but also introduce the topics that we'll be also seeing tomorrow. I would like to pose to this panel 2 questions. One, first on the subject of vocation. In San Francisco, the minimum wage is, I believe, $15 an hour. So in order to work at, for example, Kraft chocolate, it's pretty much for the love of chocolate, rather, I think, for the love of your own life and future 401k and all those pension things that I, as a young man, haven't yet paid attention to. So it's really hard to find people that at the end of the day will like to commit to elaborate something as craft as chocolate. I think for monastic products we run into a paradox because these are products that monks are engaged as not something that they do for living, but something as they do
through the Hora et Labora that Mary Catherine has previously engaged. But we also run into the problem that, for example, in the case of Abeilles-Deigny, or for example, it will be the same as Barou, we run into vocations that are running lower and lower and lower, and people cannot sometimes engage, or there's no engagement in the spiritual life of the monastery as the monks grow older. And my question is, especially for those, and Mary Catherine will guide us in a more academic way, what do you see, for example, in terms of the relationship that monks have to their work today? And if they had to choose, will they choose the monastic life, or they will choose the production life, which is something that we often wonder here as a lay audience. I will answer in French. Je ne répondrai pas à ta question, Rosé. Je ne suis pas moniale. Probablement, sœur Joëlle répondra 1000 fois mieux et plus légitimement que moi. La seule chose que j'ai observée depuis ces quelques années de recherche ethnographique au sein des communautés monastiques et des groupes de moines et moniales qui s'occupent de l'économie de leur communauté, c'est que ils ou elles sont sans cesse sur le fil du rasoir. Et que la question se pose quotidiennement. Comment doser? Comment ne pas être esclave du marché? La demande vis-à-vis des produits monastiques elle n'est pas énorme, mais elle est là. Il y a un marché. Il y a des distributeurs laïcs qui viennent très très souvent voir les communautés monastiques en disant « Vendez-nous nos produits, on a les clients pour ». Et je vois des situations très, très, très variées parmi toutes les communautés monastiques. Mais je dirais que le point commun, même si à chaque fois ce sont des ajustements particuliers, le point commun, c'est que les décisions se prennent en communauté. Tous les frères ou toutes les sœurs de la communauté en parlent ensemble, y compris, bien sûr, les frères ou sœurs qui ne sont pas du tout impliqués dans la vie économique, et leur avis est très important, pour savoir à quel point on va ou non accroître la production, donc embaucher un laïc, 2, 3, faire travailler quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir satisfaire cette demande. Et je connais bien sûr plusieurs communautés, mais beaucoup même, qui refusent non pas de vendre, mais qui refusent de produire pour vendre toujours plus, parce qu'il s'agit d'un équilibre très 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 délicat, difficile à trouver. Mais sœur Joëlle, qu'est-ce que tu préfères être? Une sœur ou une commerciale? D'abord, je suis rentrée au monastère, pas pour le chocolat, même si j'aimais le chocolat avant d'entrer au monastère, mais je suis d'abord rentrée au monastère pour le Seigneur. Voilà, bon, et le commercial, je n'ai pas du tout choisi parce que je n'ai aucune fibre commerciale à l'origine, je n'ai aucune formation commerciale parce que j'ai une formation plutôt d'agriculteur. Voilà. Effectivement, la question se pose toujours de notre équilibre. Bon, on est rentré quand même par vocation, donc tout à fait spirituelle, donc par foi. Et donc, c'est toujours un équilibre à trouver entre répondre à cette vocation et en même temps vivre, parce que on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut bien travailler. Et donc, c'est toujours un dilemme dans nos choix. Et à l'heure actuelle, au niveau de notre chocolaterie, on a des sœurs qui vieillissent et vous avez vu qu'on avait déjà un employé. On n'avait pas d'employé. Le premier employé date de 2017. Donc jusqu'en 2017, on pouvait fonctionner que des sœurs. Sauf qu'on vieillit et qu'on a des handicaps physiques et on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc on a choisi, nous, d'avoir une vendeuse au magasin. Avant, c'était des sœurs qui tenaient le magasin, et avoir un ouvrier. Mais on n'embauchera jamais 3 ou 4 ouvriers. On veut rester. Il y a une sœur responsable de la fabrication, comme je suis responsable du commercial, et donc je chapeaute aussi bien le magasin que la chocolaterie. Voilà. Mais c'est toujours un équilibre à trouver.
Voilà, parce qu'on veut garder cet équilibre. José l'a bien dit, ora et labora, voilà, prix et travail et prix, et il faut bien qu'on vive, mais pas au-delà de nos possibilités. Voilà. Je pense qu'il y avait plusieurs questions dans la question en fait. D'abord, sur la question du travail, je ne suis pas moine, mais je peux en parler un petit peu parce que quand même je les fréquente régulièrement. Je pense que le travail est une forme de prière pour eux en fait. Donc ça fait vraiment partie, en fait, ce fameux ora et labora. Quand on lit la règle de Saint Benoît, le travail prend une place hyper importante et centrale dans la vie d'un moine. Donc ça fait partie de son équilibre. Donc il doit travailler. Et en même temps, effectivement, il y a cet attrait de vendre plus, de produire plus, etc., qui est toujours là. Pour parler de l'abbaye du Barou, par exemple, autant sur le vin que sur l'huile d'olive aussi, parce qu'ils font une huile d'olive qui est très réputée, ou du pain. Ils ont fixé des quotas, donc ils font pas plus que tant de miches de pain par jour, etc., même s'il y a une demande très forte. Pour limiter à un moment, parce qu'ils ne veulent pas se laisser déborder par ça. L'autre aspect qui est intéressant dans le projet sur lequel je travaille, c'est que justement ils ont choisi que, en fait, une certaine élasticité en pouvant intégrer d'autres aspects que des aspects purement monastiques, grâce à justement cette collaboration avec des vignerons. Et ma présence fait partie aussi de cette démarche, qui est de pouvoir en fait à la fois offrir du travail à des gens, un travail qui a du sens, et en fait plutôt que de se limiter en se disant on veut pas aller plus loin, de permettre en fait que ce rayonnement naturel de l'abbaye puisse aussi profiter à d'autres personnes. Et donc là, dans le cadre du projet sur lequel je travaille, il y a une capacité de développement qui est énorme et qui n'empêchera pas les moines de garder le cap de leurs prières et de leurs horaires. I would like to point out that one of the words that was commonly used in these three reflections that we just listened was equilibrium. I think we listened from Esteban Sartorelli this morning, a question that was posed from the audience where he replied, "It's not a hobby, we're not a club. It is a business." So at the end, this perspective comes into play when we talk about this particular business ecosystem, in which we are trying to balance a perspective such as what we try to emphasize in sustainability, emphasizing transparency, but also emphasizing the place that we have in the market. So these different human priorities are starting to play very interesting, and is this balance in which we are doing, and as I will say, Michael Odije will very smartly rehearsed or emphasized during his intervention, in which choosing or deciding every day which place did part of the balance. If we should place on the sustainability of the cocoa demand, or we should play on the sustainability of the people, which is sometimes what I feel inspired by the monastic particular ecosystem. I would like to ask another question, and I liked Maria Catherine's intervention at the very beginning where she said it's easy to ask questions and difficult to answer them. When I run into Maria Catherine for the first time, we talked about people taking and profiting of the image of monastic production. You know, you will run into a beer in California that will have this very interesting monk looking fat like me in the very, very funny looking in the very beginning of the bottle, and you will go and right ahead and be like, this is a monk beer, when it really wasn't. But I think since I met Maria Catherine to today, something very interesting happened. For those of you who don't know, Steve Bannon, a very polemic figure in the United States, which was formerly the chief strategist of President Donald Trump, the president of the United States, was trying to acquire a monastery in Collepardo, Italy, a monastery that had one remaining monk. And he wanted to use this monastery to create a school of the future warriors of the West, which will defend Christian values.
So once again, we have gone farther out, and I would like to pose a difficult question to this panel that are constantly confronted by the reality of where does the morality line enter this context of business in which we all have access to. How do you feel when you are trying to promote a message of a particular product that carries a particular relationship to spirituality, to morality, and you face a very diverse world in which, as chocolate makers here today, face also when they are trying to sell a value like sustainability, which might carry also a moralizing factor? What will be your perspective when you face this very divisive world politically with your product? It's a difficult question, I know, I am sorry. José, tu es en pleine forme. Ok. Je vais parler de la France, que je connais mieux que ce que tu viens d'évoquer. En France, en 1989, la marque monastique, dont vous avez vu le logo tout à l'heure, a été créée par un collectif de monastères qui était fatigué de voir que pas mal d'industriels dans l'agroalimentaire, notamment le fromage, utilisaient voilà, l'image du bon moine comme José, un peu plus bedonnant. Donc c'est en réaction à cette utilisation abusive de l'image monastique que la marque monastique a été créée et déposée officiellement à l'Institut national de la propriété industrielle en France. Donc ça permet de authentifier l'origine monastique. C'est une arme qui bien sûr est assez législative, légalement solide, mais somme toute assez faible. Mais tout de même, elle a permis de marquer un stop, une espèce de territoire qui depuis est sans cesse un peu attaqué, empiété, mais somme toute, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'y a pas tellement d'abus, en tout cas en France. Il y en a, hein. Mais quand on en discute avec le monde monastique, moi je suis stupéfaite de voir une certaine philosophie, certainement plus qu'une philosophie, une grande confiance dans la providence, comme ils disent. T'inquiète pas, le consommateur s'y retrouvera. Donc il n'y a pas de vent de panique. Voilà ce que je peux dire. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est un problème. Et ce que j'expliquais tout à l'heure sur le constat de cette marque très silencieuse, peut-être trop silencieuse, alors qu'aujourd'hui, le consommateur a vraiment besoin d'informations, comme ça a été très bien dit tout à l'heure à propos du chocolat. Mais on ne peut pas non plus raconter des pages et des pages et des pages et des pages d'informations. En ce moment, là précisément, voilà, depuis quelques mois, le site internet de la marque monastique vient d'être complètement changé. Et il y a beaucoup d'informations, d'expérientiels, de vidéos, de visuels, d'interviews de moines ou de moniales qui expliquent le sens de leur travail. Donc, comme disait tout à l'heure la jeune femme de Bordeaux, le consommateur qui veut en savoir plus peut maintenant en savoir plus. C'est aussi à lui de faire la démarche et l'information est là. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Marie-Catherine et je pense qu'effectivement, en France, on n'a pas d'abus et de récupération au nom justement de produits monastiques. Et l'information est assez bonne et même sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de communication quand même autour du thème et sans abus. Et nous, de notre côté, sur les vins d'abbaye, nous, on met plus l'accent sur le côté héritage, le patrimoine et le travail des moines, un peu moins la spiritualité. Et bon, voilà, donc on arrive à mettre une limite sans qu'il y ait de débordement. Voilà. Je pense que pour aller dans le sens de Marie-Catherine, en France en tout cas, les gens sont très soucieux de connaître l'origine des produits. Donc ils tracent
Enfin, ils ont un souci de traçabilité. Et c'est vrai que les publicités qu'il y a pu avoir dans les années 80 ou 90 sur un gros moine qui est chaussé au moine ou des clichés comme ça, en fait, les gens aujourd'hui ont bien conscience que c'est purement marketing et que c'est très superficiel. Et je pense que personne ne se laisse duper. Donc, effectivement, il n'y a pas de risque, je pense, parce que les gens vont tout de suite à la source. Ils ont les moyens d'aller à la source. Et de l'autre côté, je pense que c'est important pour les monastères de vraiment cultiver des véritables valeurs et pas de se contenter d'être un produit monastique. Et c'est bon, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Via Caritatis, c'est de pouvoir en fait vraiment véhiculer des vraies valeurs qui sont fondées sur des choses concrètes, par exemple la rémunération des vignerons avec lesquels on travaille, à qui on paye au-dessus du prix du marché les vins qu'on rachète, etc. Donc il faut que derrière, à la fin, il y ait une réalité derrière cette identité monastique. Merci à tous. I think we come back to a very interesting message, and I will share a personal anecdote, which is one of my favorites. When my mother was raising me, she told me a true citizen of the world knows how to change a tire and wash their underwear at the hotel. And one of the things I think it has updated is a true citizen of the world, beyond doing those things, of course, knows where their chocolate comes from, where their monastic products come from. And we can go on a whole entire list of all the products you will find in a grocery store. We definitely arrived to a conclusion today in which the aware consumer must know where their things come from, most engage their products, not only what they eat, not only what they wear, but basically what they do 100% of the time. And that will be something that will be engaging tomorrow when we have a conversation on luxury. Perhaps luxury is to ignore where our things come from. Perhaps luxury is to have access to very rare things. I don't know. We will have that conversation tomorrow. And before we close that, I would like to open the floor for questions, if anybody has one for our panelists. I think we have one in the back, one in the front. We can take certainly 2 questions. Hi. Do you feel that the connection to a traditional identity and product causes challenges in trying to innovate and stay relevant to changing marketplaces? J'ai un élément de réponse par rapport à ce lien entre... J'ai pas vu qui posait la question. Ah, Sophie. Okay. Le lien entre innovation et tradition. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les monastères innovent dans leur façon, surtout dans leur organisation, peut-être plus que dans leurs produits, mais dans leur organisation pour arriver à fabriquer leurs produits. Ils innovent par souci du maintien de leur tradition spirituelle. C'est-à-dire que pour maintenir leur tradition et leur équilibre spirituel, ils innovent. Donc cette difficulté, la fragilité de leur équilibre les pousse à innover. Et je trouve que c'est un parallèle ou une inversion intéressante par rapport aux produits des marchés, on va dire, laïques, qui nous entourent tous, où c'est un peu l'inverse, où on se sert de la tradition pour innover. Sous prétexte on va utiliser l'argument traditionnel comme étant une innovation. Et ce que l'on constate, c'est en fait exactement l'équilibre inverse au niveau du monde monastique. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est une façon d'analyser le lien entre tradition et innovation qui peut être intéressante. Moi, je vais juste rajouter un petit mot, mais qui va dans le même sens. En découvrant la façon dont les moines de l'abbaye du Barou travaillaient, j'ai été très surpris par leur modernisme. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'ils fassent encore tout à l'ancienne, avec des chevaux, des roues, à la bougie, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai en face de moi des gens très intelligents, très fins, qui savent utiliser des techniques modernes, très modernes, mais toujours dans la tradition. Et alors en plus, à l'abbaye du Barou, c'est une abbaye qui est connue parce qu'elle est très traditionnelle, et elle a gardé des rites aussi liturgiques très anciens. Et en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a frappé, et je me suis posé cette question, mais
En fait, c'est des gens qui sont donc qui sont perçus comme très traditionnels, mais qui sont très en pointe en fait sur la technique. Et je pense qu'effectivement, c'est parce que leur tradition, elle est beaucoup plus profonde que simplement l'usage d'une technique ou d'une autre. Mais elle est dans quelque chose qui leur tient plus à cœur, qui est en fait leur identité monastique, c'est-à-dire le choix d'avoir donné leur vie à Dieu et de vivre de cette règle monastique. Il y a une autre. Juste la dernière. Merci beaucoup pour la présentation. Mon français, c'est pas génial. Je parle en anglais, c'est mieux. I just have a question. I work in Spain, so we do have a lot of wine there too. I'm not going to go into all the other details about that, but I work with a lot of sommeliers, and I work as a distributor of craft chocolate. And sometimes I find that we find ourselves in conversations where a young sommelier will say, craft beer is taking over my young potential clients. When I do wine tastings with chocolates, the median age will go up to 60 in my city. When I do it with craft beer, it'll be 20s and 30s. And in a way, we find interesting topics of conversations when I say I'm trying to penetrate a market with craft chocolate, and they say I'm also trying to penetrate a market with young people. Even though you have a lot of history, and in a way, cacao would aspire to be as complex and unknown as the wine industries. Do you have anything to say comment about that? And do you think, as both industries in that sense can assist each other to capture new interest in the upcoming consumers? Donc à l'abbaye de Valmagne, donc ils ont également une bière artisanale, donc avec une recette avec des céréales bio et qui font faire par un brasseur du Languedoc. Donc effectivement, ils s'adaptent effectivement à une clientèle plus jeune et via la bière essayer de faire connaître le vin et voilà que ça s'enchaîne. Et effectivement. Et Roland, le fils de Philippe Dallène, a une petite trentaine d'années, donc je pense qu'il va rajeunir aussi voilà, donc déjà, il a rajeuni les étiquettes et essaye de faire quand même un marketing un peu plus attractif pour les jeunes. Et effectivement, la bière aujourd'hui est assez incontournable. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas très longtemps, j'ai une association d'étudiants qui a acheté des bières de Valmagne et qui a dit mais après on va vous prendre aussi du vin pour des soirées œnologiques. Donc en fait ça permet d'être un tremplin. Voilà. Je sais pas si on peut faire des choses ensemble, mais en tout cas nous, si vous voulez faire des choses, on peut en parler après et pourquoi pas faire carrément des événements en commun ou des choses comme ça. En Espagne, on n'est pas présent, donc on serait très heureux d'être distribué là-bas. Après, sur la question plus dans le fond, c'est vrai qu'on observe une tendance chez les jeunes à moins s'intéresser au vin, en fait aux choses un petit peu plus difficiles d'accès, à la fois en termes de goût, mais aussi peut-être d'argent. Enfin, c'est vrai que c'est moins abordable. Donc c'est aussi une question d'éducation. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de proposer vraiment des messages, une forme d'éducation au goût et à toute la culture en fait, que ça porte aussi derrière. C'est mon avis. Le parallèle avec le chocolat, tous les deux, vous avez essayé de travailler avec le chocolat, le cacao, la complexité? Alors, nous, personnellement, jamais, mais c'est une bonne idée et on est à la recherche de plein d'idées. Effectivement, c'est clair que ça peut être un terrain d'études intéressant parce qu'il y a plein de choses en commun sur les senteurs, les arômes, etc. Et donc, ça peut être des choses qui peuvent justement susciter un intérêt. On l'a fait, par exemple, avec la musique, donc vin et musique, dans ce même esprit aussi de pouvoir susciter un intérêt et donc aussi un intérêt sur nos produits à la fin. Mais on est en train d'organiser un concert à Paris. On cherche encore la salle, mais on va finir par trouver. Avec en fait un duo de musiciens professionnels
un animateur de radio très connu en France qui va commenter les vins qu'il a bu et dire pourquoi il a choisi de les associer à telle ou telle pièce. Et les gens dégusteront en même temps qu'ils écouteront la musique. Donc pour le chocolat, il y a peut-être des choses aussi à faire de cet ordre-là. Stéphanie, Sor Joël, Gabriel, Marie-Catherine, merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you very much. A little bit of a question? I would like to do some housekeeping before we let you go. First of all, if you haven't finished your wine, please finish it. We are not going to let you go, of course, without having some bubbles to celebrate that we have concluded this first day of work here at the Chocolate Conservatory. I know Marie-Catherine will soon be coordinating that, so be ready to have at least one more glass, and this time of Poire, which is a fermented drink, not necessarily cider, but within that realm of family. We're gonna cheers to that. Beyond thanking our panel here today, I would like, on behalf of our keynote tomorrow, to ask you to download a particular app in your smartphone. I would like Carla to introduce. It's a QR code app. It's the only thing you need. You need to download a QR code app. And if they do not have it, there's no problem. I'm pretty sure you're going to be sitting down next to a person that can assist you on this regard. And for that, I would also like to hand out the microphone to Carla, that is going to guide us on a summary of the day. All right. Thank you, everyone, so much for your attention today. We're grateful to have spent this time with you. As you remember, we began the day speaking about chocolate production in cacao-growing regions. So we were focused on learning from Dengu and República del Cacao. We also had a tasting. After that, we moved into a discussion that focused on other things. We talked about, I'm sorry, is everything okay over there? It's all okay? All right, just making sure. May I give you that for just a moment? Okay. Okay, so of course you'll remember also you had a coffee break from Belleville Brûlerie. And then we moved into a panel and workshop on social and environmental responsibility. And you heard 4 different perspectives, from historical to contemporary, to think about what sustainability means in the present day. After lunch, we thought about transparency and specialty pricing. And of course, the biggest challenge that we face today is that the specialty market, if we could even call it that, is less than 1% of the overall cacao and chocolate market. So we're focusing in very heavily on the smallest part of this market, and the part that is arguably the most difficult to grow. And then finally, we ended with a discussion of monastic products. And the reason that we did this is we talk very frequently in the chocolate industry about how it's important to love the work that you do. And I find this a very complex proposition. Work is work. If you love it, that's good for you. But it's not required to love your work. It's also not required that you would love something for it to taste good or for it to be good for people or for the environment. That's a separate issue. And as you can see here in learning about monastic products, the idea that work is something quite separate from love, in ora et labora, in praying and in laboring. So this is something that we hope we will all consider, again, moving forward. Now, to end the evening, we have a wonderful gift from Maison Sassy, which is a heritage cider producer here based in France that has provided us with a wonderful fermented pear beverage for us to toast to the end of the evening. That will be coming around shortly, but just in anticipation of tomorrow, we will begin with a keynote on the science of flavor.
We'll introduce that properly tomorrow, but please come ready for an excellent show. There's something very special in store for all of you. I believe it will be the first time that this is being premiered. After that, we will have a panel focused on luxury and taste. And after lunch, we will focus on new frontiers in quality. So the challenges that different areas face in accessing the specialty market, which has historically been very traditionally focused on specific origins, in particular from Latin America, but even very specifically within Latin America, certain regions and certain countries. And then finally, we will end our day with a very special lecture and tasting on French chocolate in historical and contemporary perspective, which we think is only appropriate given that we are here in France, in the country where they invented a chocolate tradition. If any of you are familiar, in the 1970s and 1980s, the French were under assault from international chocolate companies, the Belgians, the Dutch. And of course, the French like to believe that they make the best of anything. So how offensive. Yeah. And so what they did is they worked in concert collectively. They worked with the French government. They worked with French artisans. And they agreed, we will argue that our chocolate is the best, and we will convince the French to buy French chocolate. And they succeeded wildly, because now they're home to the Salon de Chocolat. If you ask consumers, where does the best chocolate come from? France is routinely on the tip of their tongues. But what they did is they re-educated and they rebranded. They changed what people believed about chocolate. They got them to like a different kind of chocolate, and they got them to like the French way of doing it the best. That, of course, is something that we all might be interested in seeing, not necessarily exclusively with French chocolate, but in support of the specialty industry more broadly. Okay, so let's turn to the pair. Yes. So just as a reminder, I would like you to please give your glasses back at the end of this event. If not, you are directly stealing from an Abbey association, and that will carry on with your conscience the rest of your lives, perhaps. We are going to serve the poire as you exit this room. We thought it was the most convenient way to do the celebratory thing at the end of this day. And as Carla has very much expressed and already introduced, this was a beverage given to us by Maison Sassy. I was doing some research yesterday on their name, and it comes from sassy, as in the English language, which means joyful and gracious and kind of droll, as you will say, I'm pretty sure, in French. So basically like me, but in English, like very sassy. And I would like you to please join us for a toast outside. And I think we have concluded the activities of the rest of the day. So thank you very much for joining us. A demain. Hasta mañana.